Vous aussi, vous vous retrouvez au supermarché, hésitant entre le sucre traditionnel et son alternative saine dans un bel emballage? Vous croyez faire un pas vers la santé en optant pour une boisson étiquetée 0 calories? Vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler des édulcorants. Nous allons plutôt lever le voile sur les coulisses de cette industrie pesant des milliards et découvrir si cette douceur sans culpabilité est vraiment aussi inoffensive qu'il n'y paraît. Mais commençons par le début. À la fin du XIXe siècle, les médecins ont commencé à observer un lien entre le sucre et certains problèmes de santé. Cela a poussé les chimistes à rechercher des alternatives. C'est ainsi qu'est apparu le premier édulcorant artificiel, la saccharine, découverte de manière totalement fortuite. Depuis lors, la course à la molécule sucrée, idéale, celle qui ne contiendrait aucune calorie, n'a jamais cessé. Alors, commençons par la question essentielle. Pourquoi avons-nous déclaré la guerre au sucre? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il était simplement un plaisir de la vie, alors qu'aujourd'hui, il est devenu le véritable ennemi de tous ceux qui se soucient de leur santé. Et soyons honnêtes, ce n'est pas sans raison. Le problème, c'est que le sucre est devenu absolument omniprésent. Il ne se cache pas seulement dans les gâteaux et les bonbons. On le trouve dans le pain, le ketchup, les yaourts sains, et même dans la charcuterie. Contrôler sa quantité dans notre alimentation est devenu incroyablement difficile. Les conséquences de cette omniprésence du sucre sont connues de tous. Ce ne sont pas seulement les kilos en trop, qui apparaissent d'ici à cause de ces calories vides, ne présentant aucune valeur nutritionnelle. Ce sont aussi les fameuses montagnes russes du sucre, un pic d'énergie soudain, suivi d'une fatigue tout aussi brutale et d'une envie irrépressible de manger à nouveau quelque chose de sucré. Une sensation que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? C'est donc sur cette toile de fond qu'a explosé la popularité des édulcorants. Ils ont, en substance, deux missions principales. La première, nous aider à contrôler notre poids. L'idée paraît géniale, retrouver la saveur sucrée mais sans les calories. La deuxième mission, et non des moindres, est d'aider les personnes atteintes de diabète. Pour eux, le sucre ordinaire peut être réellement dangereux, car il provoque un pic de glucose brutal dans le sang. Les édulcorants leur permettent de ne pas renoncer au plaisir du sucré, sans mettre leur santé en péril. Nos motivations sont donc des plus nobles, rester minces et en bonne santé. Mais ce chemin est-il vraiment si simple? Pour ne pas nous égarer dans toute cette diversité, commençons par mettre de l'ordre. Tous les édulcorants peuvent être schématiquement divisés en deux grandes catégories, les naturels et les artificiels. Et, un peu comme dans un bon film, chaque catégorie a ses propres héros, ses méchants, et des personnages dont à la réputation pour le moins ambiguë. Commençons par la catégorie des naturels. Elle regroupe des substances obtenues à partir de sources naturelles. Il s'agit par exemple de la stevia, extraite des feuilles de la plante du même nom, de l'érythritol, que l'on trouve dans certains fruits, ou encore de l'exotique ara, extrait du fruit du moine. Ça sonne très sain et naturel, n'est-ce pas? Mais il y a une nuance. Le mot « naturel » ne signifie pas que quelqu'un a simplement séché une feuille et l'a mise dans votre sachet. Le plus souvent, il s'agit du résultat d'un processus complexe de transformation et de purification industrielle. À l'autre extrémité du spectre, nous trouvons la catégorie des édulcorants, artificiels ou synthétiques. Ceux-ci sont des créations pures et simples de laboratoires chimiques. Leurs molécules ne se retrouvent pas à l'état naturel. On y retrouve des noms célèbres comme l'aspartame, le sucralose et la saccharine. Leur atout majeur, ils sont incroyablement sucrés, des centaines de fois plus que le sucre, et ne contiennent aucune calorie. Mais c'est précisément cette origine chimique qui suscite le plus de débats et de craintes. Et une analyse approfondie de chacune de ces catégories nous attend. Commençons par la reine des édulcorants naturels, la véritable star des rayons alimentation saine. La stevia.
Les marketeurs la présentent comme le choix idéal, et pour cause. Elle est extraite des feuilles d'une plante que les Indiens d'Amérique du Sud appelaient l'herbe sucrée depuis des siècles, et qu'ils utilisaient pour adoucir leur boisson. À première vue, quoi de plus sûr et de plus naturel? On imagine qu'il suffirait de prendre une feuille, de la broyer, et hop, une douceur saine à portée de main. Mais c'est là que les choses se corsent. La poudre blanche ou les gouttes transparentes que nous trouvons en magasin n'ont en réalité que peu de rapport avec la feuille entière. Il s'agit d'extraits hautement purifiés appelés glycosides de stéviol. Le plus souvent, il s'agit d'une substance spécifique, le rébodioside A. Pour l'obtenir, les feuilles subissent un processus de traitement en plusieurs étapes, incluant une extraction à l'alcool. Autrement dit, ce n'est plus la simple herbe, mais bien le fruit d'une ingénierie alimentaire complexe. De plus, la stevia pure présente une particularité que les fabricants s'efforcent de dissimuler, un arrière-goût amer et réglissé caractéristique. C'est pourquoi elle est souvent mélangée à d'autres édulcorants. Ainsi, oui, la stevia est d'origine naturelle, mais elle n'est pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Le prochain sur notre liste, c'est l'érythritol. Si la stevia est la reine des édulcorants, l'érythritol en est le prince charmant. Il appartient à la famille des alcools de sucre, et on l'appelle aussi parfois le sucre de melon, car on le trouve en petite quantité dans les melons, les raisins et les poires. Visuellement, il est idéal. Une poudre cristalline blanche qui ressemble beaucoup au sucre. Et le meilleur, il est presque sans calories. Notre organisme ne l'assimile pratiquement pas et l'élimine sous forme inchangée. C'est précisément pourquoi l'érythritol est devenu la superstar du régime céto et de nombreux desserts à faible teneur en glucides. Il n'a aucun impact sur le taux de sucre et d'insuline dans le sang, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les personnes diabétiques. Mais, comme tout prince de contes de fées, il a ses petits secrets. Pour beaucoup de personnes, surtout consommées en grande quantité, la rencontre avec l'érythritol peut se terminer de manière assez bruyante. Il peut provoquer des ballonnements, des gaz et, dans certains cas, de la diarrhée. En fait, l'érythritol non digéré atteint le gros intestin, où les bactéries locales s'en donnent à cœur joie, organisant une véritable petite fête. Alors, si vous décidez de vous lier d'amitié avec l'érythritol, commencez toujours par de très petites doses. Passons maintenant à une substance dont le nom évoque celui d'un dieu scandinave, le xylitol. On l'appelle aussi sucre de bouleau, car il était traditionnellement extrait de l'écorce de cet arbre. Le xylitol, tout comme l'érythritol, fait partie de la famille des polyols ou alcools de sucre. Sa douceur et son apparence sont presque identiques à celles du sucre classique, mais il contient environ 40% de calories en moins. Mais son atout majeur, et ce qui lui a valu sa popularité, c'est son incroyable bienfait pour les dents. Contrairement au sucre, il ne nourrit pas les bactéries responsables des caries, mais inhibe, au contraire, leur développement. C'est pourquoi il est un ingrédient clé dans la plupart des chewing-gums et dentifrices sans sucre. On pourrait croire qu'il s'agit du substitut idéal. Pourtant, le xylitol a un revers de la médaille sombre et extrêmement dangereux que tout le monde se doit de connaître. Pour l'être humain, il est sans danger, à condition de ne pas en abuser. Mais pour les chiens, le xylitol est un poison mortel. Même une petite quantité peut provoquer chez un chien une chute drastique de la glycémie, des convulsions, une insuffisance hépatique et, malheureusement, la mort. Par conséquent, si vous avez un chien, il est impératif de conserver tout produit contenant du xylitol dans un endroit absolument inaccessible pour lui. Ce n'est pas une simple mise en garde. C'est une information d'une importance capitale qui pourrait bien sauver la vie de votre compagnon à 4 pattes. Tournons nos regards vers l'Orient et faisons la connaissance d'un acteur relativement nouveau sur le marché, la rate. On l'appelle aussi fruit du moine ou luo han guo. C'est un petit fruit vert qui ressemble à un melon et qui est utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise.
Ça sonne plutôt exotique et prometteur, vous ne trouvez pas? Ce sont des antioxydants uniques appelés maugrosides qui confèrent à la rate sa douceur. Ils sont 150 à 200 fois plus sucrés que le sucre sans pour autant contenir de calories ni affecter la glycémie. La rate n'a pas non plus d'arrière-goût amer, contrairement à la stevia, ce qui le rend très attractif pour les fabricants. On dirait le parfait édulcorant naturel sans le moindre inconvénient. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas encore supplanté tous ses concurrents? Premièrement, cultiver et transformer la rate est assez coûteux. Son prix est donc plus élevé que celui de la stevia. Et deuxièmement, en raison de sa douceur intense, il est très difficile à doser. Il suffit d'une quantité infime. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez presque jamais d'arate pure à 100% dans le commerce. Il s'agit le plus souvent d'un mélange où le composant principal est l'érythritol, que nous connaissons déjà, ou d'autres agents de charge, tandis que l'extrait d'arate ne représente qu'une faible proportion. Ainsi, en achetant de l'arate, vous achetez en réalité le plus souvent de l'érythritol avec de l'arate. Mais attendez, car voici le moment de la grande révélation. Parlons du sirop d'agave. Vous l'avez sûrement déjà aperçu au rayon alimentation saine, d'Ocamodis, de votre supermarché. Une jolie bouteille, un liquide doré rappelant le miel, et des étiquettes aux promesses alléchantes, naturelles, bio, avec un faible indice glycémique. Les marketeurs lui ont sculpté une image de nectar super vertueux, quasiment un remède miracle. Il est plébiscité par les véganes, les crudivores, et plus largement tous les adeptes d'un mode de vie sain et des produits healthy. Ça a l'air parfait, n'est-ce pas? Mais le diable, comme souvent, se cache dans les détails. Oui, le sirop d'agave affiche effectivement un indice glycémique bas, ce qui signifie qu'il ne provoque pas de pic de glycémie brutale. Mais pourquoi? La raison est simple, il est composé non pas de glucose, mais de fructose. Et c'est précisément là que réside le piège principal. La concentration en fructose dans le sirop d'agave peut atteindre 85 à 90%. C'est même plus que dans le tristement célèbre sirop de maïs à haute teneur en fructose, considéré comme l'un des principaux responsables de l'épidémie d'obésité aux États-Unis. Un excès de fructose ne fait pas grimper directement la glycémie, mais il frappe durement le foie. C'est lui qui est contraint de métaboliser tout ce fructose, transformant son surplus en graisse. C'est la voie directe vers la stéatose hépatique, le fameux foie gras, l'insulinorésistance et le syndrome métabolique. Ainsi, le sirop d'agave, soi-disant bénéfique, se révèle être en réalité un véritable cheval de Troie pour votre santé. Bien sûr, quand il s'agit d'alternatives naturelles, impossible de ne pas mentionner le miel et le sirop d'érable. On leur voue une affection toute particulière. Ce n'est pas un produit chimique sorti d'un laboratoire, c'est un véritable don de la nature. Le miel nous évoque les abeilles industrieuses et les champs fleuris, tandis que le sirop d'érable nous transporte dans les magnifiques forêts canadiennes. De plus, il est vrai qu'ils apportent certains bienfaits. Le miel contient des enzymes, des vitamines et des composés antibactériens, et le sirop d'érable est riche en manganèse et en zinc. Cependant, emportés par cette vague de positivité, nous avons tendance à oublier l'essentiel. Pour notre organisme, notre pancréas et notre métabolisme, le miel et le sirop d'érable restent avant tout du simple sucre. Certes, avec un petit bonus de micronutriments, mais du sucre quand même. Ils sont composés des mêmes molécules de glucose et de fructose. Ils sont tout aussi caloriques et influencent de la même manière la glycémie, même si l'effet peut être légèrement moins brutal que celui du sucre raffiné. Ainsi, les considérer comme une douceur absolument inoffensive et diététique est une grave erreur. Napper vos crêpes, votre yaourt ou votre porridge de miel plutôt que de sucre ne rend pas le plat moins calorique ni plus adapté à un régime amincissant. Il s'agit simplement de remplacer une forme de sucre par une autre, certes,
un peu plus parfumé et doté de quelques traces de nutriments. Ne vous y trompez pas, la modération est de mise, même ici. Bon, les édulcorants naturels, on en a fait le tour. Maintenant, plongeons dans le monde de la chimie pure et découvrons l'équipe des édulcorants artificiels. En tête de notre parade, une véritable rockstar des années 90 et 2000, l'aspartame. Vous connaissez forcément son goût. C'est lui qui donnait cette saveur sucrée au fameux Cola Light et au chewing-gum sans sucre. Il est environ 200 fois plus sucré que le sucre, et sa découverte, comme celle de beaucoup de composés chimiques, était un pur hasard. Mais la réputation de l'aspartame est pour le moins sulfureuse. Aucun autre édulcorant n'a sans doute été entouré d'autant de mythes, de peurs et de légendes urbaines. Pendant des décennies, il a été accusé de tout et n'importe quoi. Des maux de tête à la dépression, en passant par la sclérose en plaques et même le cancer du cerveau. Sur Internet, on trouve encore des articles révélateurs entiers, dont certains remontent même au siècle dernier. La science moderne, elle, se montre beaucoup plus sereine face à l'aspartame. Des centaines d'études menées par de grandes organisations de santé à travers le monde, dont la FDA américaine et l'EFSA européenne, l'ont déclaré sûr aux doses autorisées. Cependant, il existe un groupe de personnes pour qui l'aspartame est absolument contre-indiqué. Les personnes atteintes de phénylcétonurie, une maladie génétique rare. Mais même, en dépit de ces verdicts officiels, un parfum de scandale lui colle encore à la peau, et de nombreux fabricants s'efforcent de le remplacer par des alternatives plus modernes. Après l'aspartame, c'est au tour du sucralose de prendre la relève, un édulcorant de nouvelle génération. Son slogan publicitaire principal est très convaincant. Fait à partir de sucre, il a donc le goût du sucre. Et c'est presque vrai. Le sucralose possède un goût sucré très pur, sans arrière-goût, ce qui le distingue avantageusement de nombre de ses concurrents. De plus, il est 600 fois plus sucré que le sucre. Notre organisme ne l'assimile pratiquement pas. Il n'apporte donc aucune calorie. Mais comment passe-t-on du sucre à une substance sans calories? C'est le résultat d'un tour de passe-passe chimique. Au cours du processus de fabrication, la molécule de sucre, le saccharose, est légèrement modifiée. 3 de ces groupes hydroxyles sont remplacés par 3 atomes de chlore. Et c'est là que beaucoup de gens tiquent. Du chlore, le même que celui utilisé pour désinfecter l'eau des piscines. Oui, exactement. Les fabricants assurent alors que le chlore, au sein de la molécule de sucralose, se trouve dans un état très stable et lié, et ne présente aucun danger pour l'organisme. De nombreuses études le confirment d'ailleurs. Le sucralose est ainsi considéré comme l'un des édulcorants artificiels les plus sûrs. Toutefois, la simple présence de chlore dans la composition d'un produit que nous consommons suscite encore de vifs débats et demeure la principale cible des détracteurs de cette substance. Accueillons maintenant un véritable vétéran, le doyen de tous les édulcorants artificiels, la saccharine. Son histoire a débuté dès la fin du XIXe siècle, en 1879. Et sa découverte, comme souvent, fut le fruit du pur hasard. Le chimiste Constantin Fahlberg travaillait sur des dérivés du goudron de houille. Un soir, pendant son dîner, il a remarqué que le petit pain qu'il mangeait était étonnamment sucré. Il s'est avéré qu'il n'avait tout simplement pas lavé ses mains après sa journée au laboratoire. C'est ainsi que le monde a découvert la saccharine. La saccharine est devenue incroyablement populaire pendant les 2 guerres mondiales, à un moment où le sucre traditionnel était en pénurie. Elle est 300 à 400 fois plus sucrée que le sucre et ne contient aucune calorie. Mais elle possède une caractéristique distincte que beaucoup n'apprécient pas, son arrière-goût métallique ou amer prononcé. Le coup le plus dur porté à la réputation de la saccharine est survenu dans les années 1970, lorsqu'une étude sur des rats a suggéré un lien entre sa consommation et le cancer de la vessie. Cela a provoqué une véritable panique. Cependant,
Il a été démontré par la suite que le mécanisme de développement du cancer chez les rats était spécifique à ces rongeurs et non applicable à l'homme. De nombreuses études ultérieures menées sur des humains n'ont révélé aucun lien avec le cancer. Toutes les accusations ont été levées contre la saccharine, mais comme on dit, l'image est restée entachée. Et bien qu'elle soit toujours autorisée et utilisée, sa popularité a fortement diminué. Pour clôturer notre palmarès des substances synthétiques, voici un composé au nom un peu barbare, l'acésulfame de potassium, ou plus simplement l'acésulfame K. C'est un autre édulcorant intense, environ 200 fois plus sucré que le sucre. À l'image de ses confrères, il n'est pas métabolisé par l'organisme et est éliminé tel quel sans nous apporter la moindre calorie. Mais l'acésulfame K a une particularité intéressante. Vous ne le trouverez que très rarement seul. Pourquoi ? Parce que, à l'état pur, surtout à forte concentration, il présente un arrière-goût amer, similaire à celui de la saccharine. C'est là que les fabricants ont eu une idée ingénieuse. Ils ont découvert qu'en mélangeant l'acésulfame de potassium avec d'autres édulcorants, comme l'aspartame ou le sucralose, on obtient un effet de synergie. Cela signifie qu'ensemble, ils procurent une saveur sucrée plus pure et plus intense que chacun pris individuellement. Leurs notes amères respectives sont mutuellement masquées. Ainsi, si vous prenez une canette de boisson gazeuse light ou une barre protéinée et que vous lisez la liste des ingrédients, vous y découvrirez fort probablement un tel duo sucré, voire un trio. C'est un exemple classique de la manière dont les technologues alimentaires combinent différentes substances pour obtenir un goût idéal, le plus proche possible de celui du sucre. Après avoir examiné chaque joueur séparément, passons maintenant à la vue d'ensemble et posons la question cruciale. Comment cette armée d'édulcorants affecte-t-elle notre organisme? Et pour commencer, direction le centre de notre univers intérieur, l'intestin. Ces dernières années, les scientifiques ont compris que notre intestin n'est pas qu'un simple tube digestif. C'est une véritable maison pour des trillions de bactéries, ce qu'on appelle le microbiote, qui influence tout, de notre immunité à notre humeur. Ces petits habitants, eux, ne sont pas du tout indifférents à ce que nous mettons dans nos assiettes. Le sucre ordinaire n'est pas leur meilleur ami, mais les édulcorants artificiels peuvent se révéler de véritables ennemis. Des études montrent que certains d'entre eux, comme la saccharine, le sucralose et l'aspartame, peuvent perturber le fragile équilibre du microbiote intestinal. Ils peuvent freiner la croissance des bonnes bactéries et, à l'inverse, favoriser la prolifération des mauvaises. Quelles en sont les conséquences à long terme? Toute une série de problèmes, du simple ballonnement et des troubles digestifs à des choses plus sérieuses, comme une altération de la tolérance au glucose. C'est un paradoxe. Une substance que nous consommons pour contrôler le sucre peut, au final, rendre notre organisme moins apte à le gérer. Nos bactéries ne comprennent tout simplement pas ce qu'est cette chimie qu'on leur a envoyée, et elles y réagissent de manière très imprévisible. Passons maintenant de l'intestin à notre centre de commande principal, le cerveau. Notre cerveau est un grand gourmand de sucre, et il entretient avec lui une relation très ancienne et solide. Tout au long de l'évolution, le goût sucré a été pour l'être humain un signal. C'est sûr, il y a de l'énergie ici. Mange ça. Quand nous mangeons quelque chose de sucré, le système de récompense du cerveau s'active, produisant de la dopamine, l'hormone du plaisir. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque nous utilisons un édulcorant. La langue détecte le goût sucré et envoie un signal joyeux au cerveau. L'énergie arrive, prépare-toi. Le cerveau se prépare, attend, mais l'énergie, c'est-à-dire les calories, n'arrive jamais. Une fois trompé, 2 fois, 3 fois. Avec le temps, le cerveau peut se désorienter. Ce lien sucré-énergie commence à s'affaiblir. Certaines études suggèrent que cette tromperie pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Premièrement, le cerveau, n'ayant pas reçu la récompense attendue,
pourrait commencer à la réclamer avec une force redoublée. Cela pourrait entraîner une augmentation de l'envie de vrais aliments sucrés et caloriques. Deuxièmement, l'organisme pourrait désapprendre à réagir adéquatement au vrai sucre lorsqu'il est finalement ingéré. En d'autres termes, nous essayons de ruser avec la nature, mais notre cerveau est un système trop complexe pour être dupé aussi facilement. Bon, le cerveau, c'est fait. Et qu'en est-il des hormones ? Intéressons-nous d'abord à l'insuline, le principal régulateur de la glycémie. La logique paraît simple. Les substituts du sucre ne contiennent pas de glucose, donc ils n'augmentent pas la glycémie. Dès lors que le taux de sucre dans le sang n'augmente pas, le pancréas n'a pas besoin de produire d'insuline. C'est d'ailleurs sur ce principe que leur utilisation en cas de diabète est préconisée. Mais là, les choses ne sont pas si simples. Ces dernières années, de plus en plus d'études montrent que notre organisme est bien plus rusé que nous le pensions. Il s'avère que la production d'insuline peut être déclenchée non seulement en réponse à une véritable arrivée de glucose dans le sang, mais aussi simplement par le goût sucré. Ce mécanisme est appelé la phase céphalique de la sécrétion d'insuline. Les récepteurs gustatifs de la langue détectent la douceur et envoient un signal anticipé au pancréas. Prépare-toi, le sucre arrive. Et si la plupart des édulcorants ne provoquent pas une libération d'insuline aussi puissante que le sucre, certains peuvent tout de même déclencher une légère réponse. C'est un peu comme si l'organisme se préparait à une fête où personne ne se présente. Cette réaction est très individuelle et dépend de l'édulcorant spécifique, mais le simple fait de son existence nous interpelle. Cela prouve, une fois de plus, que remplacer un composant dans un système complexe sans conséquence est une tâche quasi impossible. Et nous voilà au cœur du sujet, cette question qui préoccupe des millions de personnes. Les édulcorants aident-ils réellement à maigrir ? C'est bien souvent dans cet objectif qu'ils sont achetés. L'idée est simple, on supprime le sucre calorique, on le remplace par un équivalent sans calories. Et hop, le poids devrait baisser. La logique est là. Mais dans la vraie vie, cette équation ne fonctionne pas toujours ainsi. Pourquoi ? Les raisons sont multiples et la plupart sont d'ordre psychologique. Le premier et principal piège, c'est ce qu'on appelle la compensation. Lorsque nous buvons un soda light, nous nous sentons comme des héros ayant économisé une tonne de calories. Et que faisons-nous alors ? Nous nous autorisons à manger un morceau de gâteau ou une portion de frites plus généreuse. J'ai bien économisé sur la boisson, alors je peux bien me le permettre, se dit-on. Au final, l'apport calorique total de notre régime non seulement ne diminue pas, mais il peut même parfois augmenter. La deuxième problématique, c'est cette fameuse tromperie du cerveau dont nous avons déjà parlé. Ne trouvant pas la satisfaction attendue dans cette douceur vide de calories, nous continuons à la chercher dans d'autres aliments, ce qui peut mener à la suralimentation. Ainsi, bien que des études à court terme montrent parfois une légère perte de poids, les édulcorants, sur le long terme, ne sont pas toujours des alliés efficaces dans la lutte contre les kilos superflus. Il est un aspect crucial de l'utilisation des édulcorants auquel peu de gens pensent, leur comportement face à la chaleur. En effet, nous ne les réservons pas uniquement aux boissons froides. Nous les incorporons dans nos pâtisseries, nos gratins sucrés, et nous préparons avec eux des compotes ou des confitures. C'est précisément là que des surprises désagréables peuvent survenir. La raison en est simple. Tous les substituts du sucre ne sont pas thermostables, c'est-à-dire qu'à des températures élevées, leur structure chimique peut se dégrader. L'aspartame en est un exemple bien connu. Au-delà de 80 degrés Celsius, il commence à se décomposer, perdant son pouvoir sucrant et formant de nouveaux composés chimiques, tels que la dicétopypérazine et des traces de méthanol. Bien que les fabricants affirment que ces substances sont présentes en quantité infime et sans danger, le simple fait d'une telle transformation n'est pas particulièrement rassurant. La sucralose et la stevia, considérées comme plus stables, sont souvent recommandées pour la cuisson.
Cependant, des études concernant la sucralose ont révélé qu'à très haute température, supérieure à 120 degrés, et en présence de graisse, elle pourrait former des composés organochlorés potentiellement nocifs. Par conséquent, si vous envisagez de cuisiner avec un édulcorant, il est impératif de lire attentivement les instructions sur l'emballage. Le fabricant y précise toujours si le produit est adapté à une utilisation thermique. Parlons d'un autre piège psychologique astucieux tendu par le marketing. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo santé ou Health Halo Effect. Le principe est très simple. Quand on voit sur l'emballage d'un produit une mention attrayante comme sans sucre, faible en calories, bio ou fitness, une sorte d'auréole lumineuse de bienfaits se forme autour de ce produit dans notre esprit. On a alors l'impression que ce produit est plus sain qu'il ne l'est réellement. Et ce halo s'étend à toutes ses caractéristiques. On se dit inconsciemment qu'il contient non seulement moins de sucre, mais aussi moins de matière grasse, et qu'il est même presque thérapeutique. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous baissons la garde, on dévore un paquet entier de biscuits diététiques en une seule fois, en pensant que puisqu'ils sont sans sucre, c'est permis. On achète une barre fitness sans regarder la composition, alors qu'elle peut contenir une quantité énorme de matière grasse et les mêmes glucides rapides sous forme de sirop. L'étiquette « sans sucre » ne rend pas un produit automatiquement sain. Elle nous indique simplement qu'un ingrédient est remplacé par un autre. Mais nous tombons dans le panneau encore et encore, laissant cet effet de halo santé obscurcir notre bon sens et notre capacité à lire les étiquettes. Impossible de ne pas évoquer une notion cruciale, celle de la dose. Même la substance la plus bénéfique au monde peut devenir toxique si elle est consommée en excès. Et même pour les composés chimiques controversés, il existe une dose sans danger. Pour chaque édulcorant autorisé, des organismes de réglementation comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, établissent ce qu'on appelle la dose journalière admissible, ou DEGA. Il s'agit de la quantité de substances qu'une personne peut ingérer chaque jour tout au long de sa vie, sans aucun risque pour sa santé, selon les données scientifiques actuelles. Ces normes sont généralement établies avec une marge de sécurité considérable. À titre d'exemple, pour dépasser la DGA d'aspartame, un adulte devrait boire environ 15 à 20 canettes de boissons gazeuses light en une seule journée. Cela semble quasiment impossible à atteindre. Mais le problème, c'est le suivant. Les édulcorants sont aujourd'hui ajoutés à une multitude de produits, yaourts, fromage blanc, sauces, boissons, poudres protéinées, vitamines, pastilles pour la gorge. Or, nous calculons rarement la quantité totale que nous en consommons chaque jour. Nous n'additionnons pas les milligrammes de sucralose de notre café du matin avec ceux de notre yaourt du midi. Et si atteindre une dose réellement dangereuse est difficile, la consommation constante de ces substances, provenant de sources variées, peut engendrer une charge de fond non négligeable sur notre organisme. Et sans doute le plus crucial, le point d'orgue de notre réflexion, c'est l'individualité. Nous parlons beaucoup des règles générales, des études menées sur de larges groupes de personnes, des moyennes statistiques. Mais nous oublions souvent que chacun de nous est un système biochimique unique. Et ce qui convient parfaitement à une personne peut s'avérer totalement inacceptable pour une autre. Vous pouvez consommer du café à la stevia pendant des années et vous sentir parfaitement bien, alors que votre amie, elle, souffrira de ballonnement après une seule goutte. Votre collègue, lui, peut adorer le cola light à l'aspartame, alors que vous, il vous donnera des maux de tête. Certaines personnes ne supportent absolument pas les alcools de sucre comme l'érythritol et le xylitol, tandis que pour d'autres, c'est la meilleure solution. La réaction de notre organisme, de notre microbiome, de notre système nerveux à toute substance est profondément individuelle. C'est pourquoi faire aveuglément confiance aux publicités, aux conseils des blogueurs ou même aux articles scientifiques n'est pas toujours la bonne approche. Le véritable expert de votre santé, c'est votre propre corps. Il est essentiel d'apprendre à l'écouter.
Il est important d'expérimenter différentes options, d'observer vos sensations et de remarquer comment votre corps réagit à tel ou tel produit. Il n'y a pas un meilleur édulcorant pour tout le monde. Il n'existe que celui qui vous convient ou non, personnellement. Mais voilà le point le plus intéressant, et peut-être même le plus surprenant. Tandis que nous débattons sans fin pour savoir si l'aspartame ou l'érythritol est le plus nocif, nous passons à côté du vrai problème. Les recherches les plus récentes tendent de plus en plus à montrer que le principal danger des édulcorants ne réside pas tant dans leur composition chimique que dans leur capacité à entretenir notre dépendance au goût sucré. Loin de nous aider à nous en déshabituer, ils ne font que créer l'illusion d'une solution sans risque. En réalité, nous continuons d'alimenter notre dragon du sucre, mais avec une version light de ses friandises préférées. Au final, notre cerveau et nos papilles gustatives ne se rééduquent jamais à apprécier les saveurs naturellement douces ou non sucrées, comme celles des fruits rouges ou des légumes. Nous restons piégés dans cette soif perpétuelle de sucre. Alors, en fin de compte, que faut-il en retenir? Les édulcorants ne sont ni un mal absolu, ni une panacée. Ce sont des outils qui, dans certaines situations, peuvent s'avérer utiles, notamment en cas de diabète. Mais pour la plupart des personnes qui visent un mode de vie plus sain, la meilleure approche n'est pas de chercher des substituts astucieux au sucre, mais bien de réduire progressivement sa consommation et de se reconnecter aux saveurs naturelles des aliments. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous y avez trouvé des informations nouvelles et utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures analyses. Et maintenant, une question pour vous. Quel édulcorant utilisez-vous et avez-vous déjà remarqué des effets inhabituels? Partagez votre expérience en commentaire, on en discute juste en dessous.